Alors, bonjour à tous et à toutes. D'abord, merci beaucoup aux organisateurs de ce colloque. Je suis Catalina Quiroga, je suis doctorante à l'Université Poitiers de Toulouse, donc en sciences de l'information et de la communication. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le résultat de, on va dire, une période d'exploration méthodologique donc, que je mène dans le cadre de ma thèse. Il s'agit donc de résultats qui sont partiels, préliminaires, disons, mais qui, à mon avis, sont déjà porteurs de pistes de recherche assez intéressantes, en tout cas pour ma thèse. Donc, dans ce travail, je m'intéresse plus particulièrement à un cas de controverse portant sur une transition énergétique qui est le cas du parc éolien offshore en baie de Saint-Brieuc, donc dans le nord de la France, en Bretagne. Il s'agit en fait d'un projet qui est déjà assez vieux, entre guillemets. Enfin, ça fait une dizaine d'années que le projet a été lancé, mais suite à des négociations, des enquêtes publiques, études d'impact, etc., finalement, il s'est rallongé et le chantier n'a fait que commencer cette année en mai. Et avec le lancement du chantier, on a eu une montée, on va dire, de ce cas particulier dans la sphère politique, notamment parce que la transition énergétique est aujourd'hui un enjeu de campagne électorale en France pour les régionales au printemps, début de l'été, et actuellement, donc évidemment, pour la campagne présidentielle. Très rapidement, j'explique le cas. Enfin, j'ai mis cette carte que j'ai empruntée à Reporter parce que on retrouve bien expliqué, enfin, en tout cas visuellement, les différentes zones de la baie qui sont d'abord la zone de pêche, donc une zone principalement, la ressource principale en tout cas, c'est la coquille Saint-Jacques, qui a aussi, on va dire, une connotation un peu culturelle parce que c'est vraiment le produit fin, le produit typique de la région. Et on a sur les côtés deux zones qui sont des sites Natura 2000, donc un label européen pour la protection de la biodiversité marine. Donc ça vous donne déjà une idée de où se situe le parc dans le contexte géographique, mais aussi voilà, quelles sont les questions qui se posent. Donc, avec le début du chantier, on a aussi un renforcement de la contestation qui est principalement porté par des pêcheurs de la baie, des militants ou en tout cas des membres d'associations pour la protection de l'environnement à action locale et finalement des riverains également. Donc ça, c'est, on va dire, les catégories principales, mais en effet, c'est une opposition qui est assez hétérogène. J'ai eu l'occasion cet été de m'entretenir avec certains de ces opposants, donc des membres de l'opposition, pêcheurs et membres des associations pour l'environnement. Et quelque chose qui ressort énormément du discours qu'ils portent, c'est une critique aux médias de manière générale, mais plus particulièrement aux médias locaux et la presse quotidienne régionale. Ce que l'on retrouve dans ces critiques, c'est d'abord, si on peut appeler ça une reproche, de l'image qui est véhiculée des pêcheurs, plus particulièrement. Une image qui les dépeindrait comme, là je cite, des bourrins, mais voilà, comme des personnes violentes avec qui on ne peut pas discuter. Et deuxième reproche qui est faite, c'est celle de faire un traitement beaucoup trop simpliste, beaucoup trop superficiel d'une affaire qui finalement est très complexe. Donc on est vraiment dans une critique là du cadrage médiatique. Et puis, dernier reproche, je synthétise vraiment, c'est le fait que la répartition de la parole ne leur semble pas juste. Ils trouvent qu'ils ne sont pas assez représentés dans ce type de médias, contrairement donc aux acteurs qui soutiennent le projet. Pour eux, la conséquence, c'est qu'il y a entre guillemets, manque d'information. La population locale n'est pas suffisamment bien informée, et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller sur Facebook pour reprendre ce qu'ils considèrent être une mission d'information. Donc vraiment faire passer ce qu'ils appellent donc, la vérité, parce que pour eux, ce qui circule dans les médias n'est pas tout à fait ce qui est vrai. Donc sur des espaces, différents espaces sur Facebook. Là, c'est dommage parce qu'il y a une partie du texte qui a bougé, mais bon, concrètement, ce que je voulais dire, c'est que l'enjeu pour eux d'aller sur Facebook, c'est vraiment de reconstruire une narrative informationnelle, c'est-à-dire de recadrer donc, ce qu'est la transition, les enjeux, et donc évidemment leur mobilisation aussi. Lorsque j'observe, je fais une observation donc pareil assez préliminaire des espaces investis sur Facebook par ces opposants-là, je constate qu'il y a une pratique qui semble être assez récurrente, qui consiste donc au partage de liens, donc liens de contenu externe, et une grande partie de ces liens semble être issus donc des médias de manière générale, donc du contenu médiatique. Donc on est là dans une logique d'interaction entre l'arène médiatique et l'arène Facebook
oppositionnels investis par les opposants. Et c'est là tout le cœur de mon travail, enfin, de mes interrogations. Je cherche à comprendre donc comment les deux arènes s'articulent à travers le partage d'articles donc, qui sont issus particulièrement, donc je m'intéresse aux médias locaux. Et pour tenter donc, de comprendre cette articulation, la question que je formule, elle est plutôt axée sur le rôle que peut jouer donc, le discours médiatique dans la construction discursive de la narrative donc, informationnelle que veulent construire les opposants. Je suis désolée, il y a des problèmes avec de compatibilité, je pense, avec la présentation, donc il y a des choses qui vont un peu bouger. Donc, comment je procède? Avec une démarche comparative de 3 discours, qui sont d'abord le discours issu donc, de Facebook, des espaces investis par les opposants. Ensuite, le discours qui est issu lui, de l'arène médiatique locale ou régionale. Et finalement, le discours qui, donc, a priori, ferait le lien entre les deux arènes, qui est celui donc, des articles qui sont partagés sur les espaces investis par les opposants. Pour comparer les discours, avant tout pour les analyser, j'utilise une analyse lexicométrique avec l'outil Hierarchitect et plus précisément une classification hiérarchique descendante. Qu'est-ce que ça permet de faire? En fait, ça permet de donc couper le texte en segments et puis de faire des rapprochements des segments de texte en fonction de la proximité lexicale. Donc, ce que ça fait, c'est que finalement, ça permet de faire ce qu'on voit ici, des classes de segments qui sont regroupés et donc une analyse qualitative par la suite permet de dégager des thématiques autour desquelles se construit le discours. J'ai 3 discours à étudier, donc 3 corpus, dont 2 qui sont issus de Facebook. Les données ont été récupérées pendant les 7 premiers mois du chantier, à peu près, sur 2 espaces investis par l'opposition, une page d'une association pour l'environnement local et d'un groupe qui a été initialement lancé par des pêcheurs, mais finalement qui est investi aujourd'hui par vraiment une pluralité d'acteurs de l'opposition. Donc, le premier corpus est celui donc, du discours des opposants. Ce que j'ai fait, c'est pour le coup que j'ai récupéré tout l'ensemble des publications du groupe et j'ai étudié donc, les messages qui ont été partagés. Et le corpus plus petit, qui est celui d'articles partagés. Donc là, pour le coup, j'ai uniquement pris en compte les publications dans lesquelles il y a un lien qui renvoie vers un média local. Et j'ai plus précisément exploité les données, métadonnées qui sont liées à chaque adresse URL, dans lesquelles on contient évidemment le nom du média, mais aussi le titre de l'article, le chapeau, et souvent les premières lignes de l'article. Troisième corpus, celui issu de l'arène médiatique locale ou régionale, donc à travers Europress, et toujours sur la même période de collecte. Je vous présente les résultats en 3 parties. D'abord, j'aimerais bien vous donner un aperçu de l'usage qui est fait des espaces Facebook, pour ensuite parler donc, du discours, de la comparaison qui a été faite, et finalement donc, tenter d'apporter des éléments de réponse à cette question de l'articulation entre les arènes. Donc, quels usages? On s'aperçoit que ce partage de liens, donc effectivement, c'est bien une pratique courante. Ça ne représente pas la majorité des publications, mais on est presque à la moitié. Et lorsqu'on observe un peu plus dans le détail, on se rend compte que 66%, vraiment 2 tiers, plus de 2 tiers, oui, des articles sont issus de sites d'information, donc de médias. Quand on s'intéresse à ces sources, donc à ces médias-là, on essaie de chercher quels sont-ils. On se rend compte que d'abord, il s'agit de presse généraliste, en très très grande majorité. Et quand on s'intéresse à la zone de couverture, ce que j'appelle, pardon, je ne sais pas si j'ai inventé un peu ce terme, la zone de couverture de ces médias-là, on est principalement sur des médias nationaux. Or, lorsqu'on s'intéresse aux articles partagés, donc à la totalité des articles partagés, on est plutôt sur des articles qui proviennent de presse locale ou régionale, des médias locaux de manière générale, mais surtout de la presse. Donc, on a un échantillon de presse ou de médias locaux qui est moins important, mais il y a une récurrence qui est beaucoup plus accrue, donc à quelques médias. Donc, notamment les 2 quotidiens régionaux principaux en Bretagne, qui sont Ouest France et Le Télégramme. Les discours. Donc, comment j'ai procédé? Donc, il y a d'abord une analyse, comme je vous expliquais tout à l'heure, de chaque discours de manière individuelle, ce qui m'a permis de dégager les thématiques qui sont présentes dans chaque discours, puis de faire une analyse transversale en fonction de ces thématiques-là. Donc, ce que je cherchais, c'était d'abord
à savoir si la thématique était présente ou absente dans chaque discours, et ensuite, quelle était la représentativité de cette thématique. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'elle était très présente, est-ce qu'elle était juste présente, mais vraiment pas très, de manière très importante, et ainsi de suite. J'ai donc identifié 15 thématiques. Et je vous présente ici, donc, on va dire, la synthèse de chaque discours. Donc d'abord, le discours qui est issu de l'arène médiatique locale ou régionale, c'est-à-dire vraiment l'ensemble des articles étudiés. On retrouve que la transition est en fait effectivement au cœur du débat politique. Il s'agit donc ici de segments de texte qui vont parler, qui vont plutôt transposer la parole de hommes ou femmes politiques, donc qui vont s'exprimer autour de ces questions de transition énergétique, mais précisément autour du cas de Saint-Brieuc. On a ensuite la question de l'impact environnemental, donc qui est assez importante. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'impact environnemental apparaît comme une incertitude, en fait, comme un doute. On retrouve donc effectivement des discours opposés, dont les articles de presse d'Emilia Leconte de manière générale, et donc des personnes qui vont dire oui, effectivement, il y a un impact environnemental, et des acteurs qui vont dire non, non, il n'y en a pas, ou alors c'est une question. Donc effectivement, on reste dans le doute. Il y a énormément de contenus qui vont traiter donc, de l'évolution du chantier, des travaux, et plus précisément aussi, de manière très importante, des accidents qui ont eu lieu tout au long de l'été. Donc, pour être plus précise, il y a eu des accidents de fuite d'huile provenant des bateaux qui étaient en train de faire donc, les forages. Et ça s'est produit à 3 reprises, et clairement, il y a eu une couverture médiatique assez importante. Et finalement, on retrouve donc des éléments de contexte et d'actualité donc sur les mobilisations menées par les opposants, principalement les manifestations menées en mer par les pêcheurs. Et une toute dernière thématique qui n'apparaît que dans ce discours-là, je vous montrerai tout à l'heure, qui est celui des actions violentes, donc des actions d'opposition qui ont pris un tournant effectivement violent, avec par exemple le lancement d'un cocktail Molotov sur le site de construction en terre, donc sur la plage, des affrontements avec des personnels de sécurité, enfin, ainsi de suite. Deuxième discours, le discours des opposants, donc celui qui est construit et mobilisé sur Facebook. On retrouve la même thématique politique, sauf que dans ce corpus-là, on est dans un appel aux figures politiques, donc aux décideurs, c'est-à-dire aux personnes qui sont dans le gouvernement, par exemple, ou aux décideurs potentiels, donc aux candidats aux élections. On a ensuite, encore une fois, on retrouve la catégorie de l'impact écologique, sauf que ici, on est vraiment dans une affirmation de l'impact. Il y a des impacts, on n'est pas du tout en train de remettre en question, on est en train de, au contraire, affirmer que c'est effectivement le cas. Il y a l'efficacité de la transition qui est également remise en cause. Est-ce que c'est vraiment pertinent de faire un parc éolien et est-ce que c'est vraiment pertinent de le faire là où il est? L'efficacité énergétique est niée, du coup, ce qui fait que les coûts n'apparaissent pas du tout justifiés aux yeux des opposants. On a également donc, une valorisation de la palette des actions. Donc, on sort de juste les manifestations qui étaient valorisées dans le discours précédent et on est vraiment, on met en avant toutes les actions qui sont menées par l'opposition, que ce soit par exemple la création d'un collectif citoyen, les petits événements qui ont lieu au niveau plus local, donc par exemple dans les marchés où on va parler aux gens pour essayer de leur expliquer ce qui est en train de se passer. Et on a 3 autres thématique nouvelle qui n'était pas du tout dans le discours médiatique et je regrette parce qu'en fait la dernière qui est celle qui m'intéresse le plus n'est pas dans le diapo, mais en fait c'est celle qui concerne la technique et l'expertise, le langage d'expertise qu'on ne retrouve pas du tout donc, dans les médias locaux, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux études d'impact, à des précisions très techniques sur les sols donc, dans lesquels est construit le parc et pourquoi donc il y aurait des accidents et ainsi de suite. Le troisième discours, celui des articles partagés. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Encore une fois, la politique, la thématique politique, sauf qu'ici, on a également la politique régionale qui ressort, d'ailleurs de manière très importante. On a donc la thématique de l'impact, qui revient encore une fois, donc, comme discours médiatique général, comme une incertitude. Suivi des travaux, encore une fois, même si dans une moindre mesure sur les accidents. Et comme dans le discours précédent, donc celui des opposants, on sent qu'il y a toute la palette des actions qui est représentée.
donc la thématique exclusive à ce discours-là, c'est la mise en visibilité des autres cas, c'est-à-dire de combats, je veux dire, de l'opposition qui ont lieu, des contestations liées à d'autres parcs qui sont en train d'être construits ou projetés dans la région notamment normande ou la partie ouest de la Bretagne, ou plutôt Finistère. Oui. Donc c'est la dernière slide, dans laquelle j'essaie donc de revenir sur cette question d'articulation entre les deux arènes. D'abord en répondant, en essayant donc de présenter les conclusions vis-à-vis de pourquoi le discours médiatique est mobilisé, donc comment il s'intègre dans le discours d'opposition. Donc, on a vu d'abord qu'il y a effectivement donc, un appui sur ces contenus-là pour faire une espèce de timeline des événements, donc un fil d'actualité, et aussi pour mettre en visibilité les actions menées par l'opposition, donc pour renforcer la visibilité. Et là, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on était parti du constat qu'il y a un discours très critique envers ces médias, les médias locaux. Or, finalement, il s'agit de la première source d'information. Et finalement, voilà, il y a une question de légitimité du discours médiatique qui mérite, à mon avis, d'être posée. Et effectivement, si ce discours apparaît comme légitime, en tout cas partiellement, pour les opposants, est-ce qu'il sert aussi d'outil de légitimation du combat et de légitimation des arguments, de l'argumentaire des opposants? Deuxième élément, pourquoi les médias sont mobilisés, les médias locaux, il semblerait, donc je vous disais, dans le discours des opposants, il y a comme une espèce d'interpellation aux décideurs politiques, à la sphère politique, à l'arène politique, et donc il y a comme une espèce de semblant de dialogue qui se crée à travers ces articles-là, c'est-à-dire qu'ils vont partager des articles et en même temps, dans les cas, donc on va parler par exemple de figures politiques, et en même temps ils vont les interpeller, eux, dans leur message Facebook. Donc, il y a vraiment comme un semblant d'accès à l'arène politique qui finalement est une arène aussi à laquelle ils ont du mal à accéder. Troisième élément, c'est la question des incertitudes. Donc là, ce que je trouve intéressant, et c'est vrai que j'avais un petit peu de mal à le formuler, c'est le fait que les contenus médiatiques mobilisés, ils laissent un espace de doute vis-à-vis des incertitudes. On ne sait pas. Vis-à-vis de l'impact écologique, on ne sait pas. C'est une incertitude, il y a des questions qui sont posées. Et les opposants, ils prennent cet espace-là, qui est laissé par le discours médiatique, et à leur profit, ils essaient de le combler donc, en ajoutant des éléments, en disant non, si c'est vrai, il n'y a pas de doute. Voilà. Donc en essayant vraiment de profiter de cet espace pour intégrer leur certitude à eux. Dernier élément qui me semble d'ailleurs très intéressant, qui est lié avec celui que je viens de décrire, pourquoi il n'est pas mobilisé le discours, enfin, pourquoi il n'est pas intégré dans le discours médiatique n'est pas intégré dans le discours des opposants. Et bien principalement, c'est parce que on ne retrouve pas du tout le langage de l'expertise, de la technique dans le discours médiatique local. Du coup, moi, ça me pose deux questions, enfin, en tout cas, à mon avis, ça soulève deux hypothèses. Le premier, qui est un peu plus évident, c'est qu'il y a clairement d'autres sources d'information, tout simplement pour mobiliser, pour appuyer l'argumentaire technique. C'est quand même intéressant, il me semblerait. Enfin, c'est quoi ces sources-là et pourquoi elles sont mobilisées plutôt que d'autres? Mais deuxième hypothèse, auquel je tiens un peu plus, c'est le fait qu'il y ait ce soit eux-mêmes, les opposants, qui se placent dans la position de l'expert. Et c'est eux qui rapportent l'expertise. Donc, dans cette communication, je n'ai absolument pas travaillé avec les entretiens que j'ai pu faire, mais un élément qui ressortait aussi des entretiens, c'était que les pêcheurs, par exemple, ils se présentaient comme des experts de la mer, comme ceux qui ont un savoir empirique. Et ils disaient aussi également que leur savoir était déprécié dans les débats publics, parce qu'ils n'étaient pas jugés vraiment experts, parce qu'ils n'étaient pas scientifiques, parce qu'ils n'étaient pas, voilà, correspondaient pas à une méthode de production de connaissances scientifiques. Donc voilà, je vais conclure sur ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et ravi de répondre à vos questions ou échanger. Je vous laisse 8 minutes précisément pour des questions. Je propose qu'on commence par en prendre 3 de manière groupée, puis on verra si on a le temps pour 3 autres. On prend à distance et dans la salle. Je ne sais pas si on est déjà dans la salle. Oui.
Oui, merci, c'est très intéressant. Une question. Est-ce que la raison d'être en fait de ces éoliennes apparaît? C'est-à-dire que on va sortir des énergies fossiles, peut-être du nucléaire, ça dépend. Et est-ce que, bon, si on n'explique pas la raison, bon, c'est différent. Est-ce que c'est dans le discours médiatique ou dans le discours des opposants? Parce qu'en fait, dans le discours médiatique, ça apparaît, et c'est vrai que je suis allée très rapidement, mais ça apparaît en lien avec la thématique politique. C'est-à-dire que quand le discours médiatique, politique est relayé dans les médias locaux, ça va être souvent lié à cette question de la justification du parc. Et notamment parce que ça fait partie d'un enjeu de transition énergétique, de diversification des énergies, des sources d'énergie, etc. Et il y a un discours politique, notamment porté par la majorité aujourd'hui, et c'est ça qui est assez curieux aussi par des partis de gauche, qui est on doit diversifier et la France doit rattraper le retard. Et ça, je cite, c'est vraiment quelque chose qui ressort assez souvent. Elle doit rattraper le retard vis-à-vis des autres pays, notamment européens, dans la production d'énergie éolienne. Dans le discours des opposants, cette justification-là, donc on n'est pas dans la démarche justificative, on est dans la démarche de la critique de cette justification. Et c'est pour ça que je parlais de l'efficacité, en fait, de la critique de l'efficacité de la transition, enfin de ce modèle de transition en tout cas. Parce que les opposants se disent, ben non, le parc, là où il est placé, en fait, il ne sera pas suffisamment efficace. On nous dit qu'il va produire de l'électricité pour à peu près l'équivalent de 800 000 personnes, sauf que non, c'est pas vrai, parce que les vents sont changeants, parce que les vents ne sont pas constants, parce qu'on n'a pas des méthodes de stockage de l'électricité, etc. Donc oui, on retrouve quand même cette... pour répondre à votre question, on retrouve cette thématique-là. Toute petite question. La compensation pour les pêcheurs, ils n'en parlent pas? Compensation financière? Les pêcheurs n'en parlent pas. Pourtant, dans leur discours. Oui, mais en fait, ils rejettent cette compensation. Ils la rejettent et du coup, j'ai l'impression, encore une fois, juste en me basant sur ce que j'ai fait dans ce travail-là, j'ai l'impression que c'est un sujet qu'ils ne traitent même pas parce que pour eux, c'est pas concevable en fait. Après, c'est assez nuancé parce qu'il y a dans les pêcheurs, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes, ils ne sont pas tous forcément d'accord. Donc il y a une majorité de pêcheurs qui se mobilisent et qui dit on ne veut pas les compensations, mais il y a quand même une petite minorité qui juste ne parle pas, mais qui a déjà accepté ces compensations. Merci beaucoup. Donc, je propose qu'on prenne les questions groupées pour les prochaines. On peut en prendre une ici, et puis une ici encore. D'accord. Moi, j'avais une petite question, notamment sur comment est organisé en fait ces pêcheurs, parce que du coup, là, c'est une sorte de masse, on a du mal à savoir en fait qui ils sont. Est-ce que sur ce Facebook, ce sont des pêcheurs individuels non organisés, ou est-ce que ce sont des pêcheurs organisés dans le cadre d'une fédération, dans le cadre d'associations? Vous avez parlé d'associations au tout début, c'est encore des choses qui sont différentes. S'il y a association, s'il y a fédération, est-ce qu'ils sont impliqués dans le projet du parc éolien? Parce que normalement, il y a des études d'impact, etc., avec des discussions entre parties prenantes, et du coup, ils peuvent en faire partie. C'est tout ça, en fait, qui m'interroge. Et si aussi, dans le cadre des médias, est-ce que leur parole est relayée aussi? C'est-à-dire que là, on parle de la reprise du discours médiatique par ces pêcheurs. Est-ce que la parole des pêcheurs aussi est reprise par les médias? Enfin, c'est... Oui. Ça marche. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Pour compléter, j'étais intéressé de savoir qui étaient les personnes justement qui géraient cette page Facebook que vous avez étudiée. Et une question subsidiaire, c'est savoir leur volonté de reconstruire cette narrative. Est-ce que dans les commentaires, est-ce que vous avez pu étudier et voir les commentaires en réaction des posts Facebook et justement quelle était cette réaction? Est-ce que c'était une adhésion au discours ou est-ce que ça a généré au final des débats et une remise en cause des discours? Je vais essayer de me souvenir de vos questions, mais finalement, elles sont assez proches. La dernière. Non, c'est bon, je vais commencer par la première. Donc, qui sont ces pêcheurs? Donc, c'est vrai que, encore une fois, je passe très vite parce que ce cas, il est hyper riche en informations. Mais quand je disais que c'est une opposition hétérogène, ce n'est pas uniquement les catégories qui sont... Enfin, il y a diverses catégories, mais c'est aussi que chaque catégorie est hétérogène en soi. Donc, par rapport aux pêcheurs, par exemple, ils ne sont pas du tout organisés. Donc, ce qui est intéressant, et je peux revenir sur la première diapositive, mais c'est que la baie de Saint-Brieuc, donc finalement, il concerne plusieurs communes. Et en fonction de là où ils sont, les pêcheurs, ils s'organisent entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une union des pêcheurs en soi de toute la baie, mais c'est plutôt
Pardon, je prends du temps. Voilà. Donc vraiment, la baie, ça concerne un territoire quand même assez élargi. Et il y a comme une division des pêcheurs en fonction de là où ils sont. Donc chaque groupe de pêcheurs, on va dire, qui est vraiment informel, ils ne sont pas du tout dans une association ou pas, va essayer de se mobiliser à sa façon dans son micro-territoire, en quelque sorte. Et on voit une espèce d'organisation qui veut émerger très récemment, notamment avec la création d'un collectif citoyen dans lequel vont s'intégrer tous les acteurs de l'opposition. Donc ça, c'est pour le premier élément. Les associations dont je parlais, ce sont des associations pour la défense de l'environnement, pour la protection de la baie, de la biodiversité de la baie, et ça, c'est un autre groupe. C'est plutôt des citoyens voilà, qui sont organisés dans ce type de structure, mais qui ne sont pas non plus, ce n'est pas les pêcheurs, c'est vraiment des choses différentes. Il y a un troisième élément, c'est que les pêcheurs, ils sont associés à un comité de pêche, donc des Côtes d'Armor du département. Et ce comité est effectivement intégré dans les négociations autour du parc éolien. Ils le sont depuis 2014, il me semble, donc depuis un moment. Or, ils sentent que c'est juste une stratégie politique, c'est-à-dire que le fait de les mettre autour de la table, c'est OK, c'est bon, les pêcheurs, ils sont là. Mais qu'en vrai, ils n'ont aucun mot à dire, en fait, que leur avis n'est absolument pas pris en compte. Or, donc, ce comité-là, disons que tous les pêcheurs sont associés, mais ils ne se sentent pas tous représentés par ce comité. Donc, encore une fois, là, ça pose une problématique parce qu'ils ne reconnaissent pas, on va dire, le comité en tant que porte-parole. Et ça divise, encore une fois, les paroles de l'opposition. Je passe et je profite parce que c'est lié donc, à la session suivante, donc sur qui sont les personnes qui sont derrière ces pages Facebook. La première page, la page en soi, parce que c'est une page et un groupe, elle est gérée par une association environnementale, donc de protection de l'environnement local, qui est engagée, elle, depuis le début de la contestation, depuis que le projet a été annoncé en 2012. Or, le deuxième groupe, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été créé par des pêcheurs, donc par un pêcheur en particulier qui aujourd'hui d'ailleurs n'est plus du tout sur Facebook parce qu'ils se sont harcelés, un peu poursuivis, etc. Notamment, il a été bloqué de Facebook aussi pendant quelques temps, il ne comprenait pas pourquoi. Et celui qui a pris le relais, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas dans l'univers des pêcheurs, c'est quelqu'un qui a, je ne sais plus comment on appelle ça en français, mais quelqu'un qui a une maison de vacances en fait sur la baie, et qui vit à Paris, qui n'a rien à voir avec, on va dire, vraiment la vie du quotidien, et qui a pris le relais pour contester donc, ce parc. Et dans ce groupe aujourd'hui, on retrouve vraiment une pluralité d'acteurs. On retrouve des pêcheurs donc, individuels, on retrouve des militants, on retrouve tous des simples citoyens voilà, qui s'intéressent à la question. Donc c'est assez divers. Je n'ai pas étudié les commentaires, mais c'est effectivement, à mon avis, une étape à suivre. Et il y a une question sur les médias locaux, je finis sur ça, pardon, mais je ne me souviens plus. Ah oui, c'est la parole des pêcheurs est relayée. Oui, elle est relayée, et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, ils se disent, on ne nous donne pas la parole. Mais on le constate, dans le discours médiatique, il y a une place très importante qui est accordée aux mobilisations des pêcheurs. Et par exemple, on va parler beaucoup des recours en justice qui sont faits, donc du coup, on va intégrer leurs paroles. Donc c'est ça qui est assez curieux, je trouve. Voilà, je sais pas si voilà, merci beaucoup. Merci. Madame, on va passer à la suivante.